Bonjour, mon nom est Claudine Gagnon. Je suis consultante en apprentissage à la propreté certifiée avec la méthode OCRAP et éducatrice à l'enfance. Tous les samedis et dimanches matin, je reçois un invité pour discuter d'un sujet qui touche les parents dans le domaine de la petite enfance. Aujourd'hui, ma rencontre est avec. Mmh. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Pierre-Anne. Bonjour Pierre-Anne. Bonjour! Alors, Pierre-Anne, dis-moi, tu es ergothérapeute. Est-ce que tu voudrais nous expliquer qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton rôle? Oui, en fait, là, l'ergothérapie, c'est quand même large, là. Ça prend en compte quand même beaucoup de choses. Je trouve que ça a le plus son sens dans la définition en anglais qui est occupational therapist, qui est l'expert de l'occupation. Fait qu'en fait, le rôle de l'ergo, c'est vraiment de regarder comment l'enfant est autonome dans les occupations qu'il fait, puis de voir finalement c'est quoi qui brise cette autonomie-là, puis comment on peut le supporter à travers des stratégies pour l'aider à le développer le plus possible, finalement, sans ces adaptations-là pour qu'il réussisse à faire tout ce qui est attendu pour l'âge. Fait que c'est sûr que je vais agir différemment selon un petit bébé qui, majoritairement, ben, ses habitudes de vie, c'est de se déplacer, c'est de commencer à s'alimenter, versus un plus grand, mettons qu'on pense à un 5 ans qui commence à l'école, que là, ben, ce qui est attendu, c'est qu'il soit capable de s'habiller, qu'il soit capable de faire du bricolage. Fait que l'autonomie avec l'âge, c'est sûr que ça l'évolue. Donc, l'ergothérapeute va agir comme différemment selon le niveau d'âge, puis selon ce qui est attendu avec l'âge. Super, merci. Dis-moi, toi, tu travailles avec les enfants quand on sent qu'il y a un défi au niveau de l'autonomie. À Ouais. quel moment, moi, comme parent, par exemple, je vois quelque chose chez mon enfant, à quel moment je devrais me dire, là, c'est un red flag, je devrais m'inquiéter? Ouais. C'est sûr que s'il y a un bris d'autonomie qui est flagrant par rapport à ce qui est attendu pour l'âge. Fait que, par exemple, ton enfant rentre à l'école, il devrait être capable quand même de faire des bricolages, puis là, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas du tout. Il est vraiment pas habile dans ce type d'activité-là. Ben là, c'est sûr que l'écart est déjà quand même flagrant. C'est comme parent, si tu as ce feeling-là qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ben moi, à ce moment-là, oui, j'irai déjà consulter s'il y a des inquiétudes qui sont présentes. Le pire qui va arriver, c'est qu'on va être rassuré de dire, ben finalement, peut-être qu'il y a des petites choses à travailler, mais que ça va se replacer. Puis le pire qui va arriver, c'est que vous allez être outillé finalement pour cette problématique-là. Fait que je pense que comme parents, dès qu'on a une petite voix là, qui nous dit qu'il y a quelque chose qui nous inquiète, qui nous dérange, ben moi, c'est suffisant finalement pour aller faire une consultation. Tu sais, moi, j'en ai des parents là, qui viennent me voir juste pour s'assurer que tout est correct, que tout se développe bien. Puis quand que tout va bien, ben finalement, je les laisse partir, puis c'est vraiment correct. Le but, c'est de s'assurer de dépister finalement les enfants qui pourraient présenter des problématiques à long terme. C'est sûr que c'est dur à dire quand est-ce que réellement on devrait s'inquiéter parce que ça va être vraiment variable d'un enfant à l'autre, puis un peu selon aussi la problématique. J'ai des enfants que je vais être inquiet au niveau moteur. Fait que ça va être plus mes enfants qui sont incoordonnés, qui sont maladroits. Puis ce genre d'enfants-là, ben, des fois, il y a des signaux vraiment rapidement en bas âge. Fait qu'il y a des enfants à 1 an, 2 ans qui ont déjà, oups, moi, j'ai des petits drapeaux rouges de me dire, OK, cet enfant-là, les déplacements, c'est super difficile, il n'est pas habile. Et ça va être quoi? Mais qu'on complexifie finalement, qu'on soit rendu dans les sports, à gérer un ballon, à gérer d'autres amis qui jouent. Si je prends par exemple ma motricité fine, ben, ça peut être un petit peu plus long avant que j'aie des inquiétudes parce qu'au début, ça reste des habiletés très larges où l'enfant va prendre sa cuillère, va aller chercher des choses, va mettre dedans. Il y a des enfants que ça se passe bien. Puis finalement, oups, c'est quand on est rendu aux outils scolaires que là, la motricité fine vraiment plus dure. Donc, je n'aurais pas d'inquiétude nécessairement à 2, 3 ans. Puis là, oups, 4, 5, et là, ça commence à être un petit peu plus dérangeant. Si c'est au niveau sensoriel, il y a des enfants que, comme petit bébé, ben, la sphère sensorielle, ça se peut qu'il y ait des petites choses, mais qu'on compense. Fait que, mettons, un bébé qui a besoin de beaucoup de proprioception, ben, c'est un bébé qui va aimer être emmailloté, être dans les bras. Fait que, comme parent, si on répond à ce besoin sensoriel-là, ça se peut que ça passe inaperçu. Mais finalement, oups, l'enfant vieillit, il y a beaucoup de besoins proprioceptifs. Souvent, ça fait des enfants agités parce qu'ils vont chercher de l'information sensorielle. Là, ça se peut qu'il y ait un bris de fonctionnement. Donc, un enfant qui n'est pas capable de développer son autonomie parce que là, il est trop en recherche sensorielle. Ou à l'inverse, mes enfants qui sont hypersensibles, qu'il y a des enfants qu'on le voit dès le jeune âge, que toutes les textures, ça va être dérangeant. C'est des enfants qui font des crises quand ils développent les nouveaux aliments parce que là, tout ce qui est texturé, ça va les déranger. Fait que déjà, rapidement, j'ai des bris de fonctionnement de l'enfant, une autonomie qui est en dessous de ce qui est attendu pour l'âge. Fait que quand est-ce que je m'inquiète? Ça va vraiment dépendre de la sphère de développement. Ça va vraiment dépendre aussi de comment il fonctionne au quotidien. Quand on laisse finalement avec aucun soutien, rien pour pallier. Parce qu'il y a des enfants aussi qui vont bien fonctionner parce qu'ils ont beaucoup, finalement, d'outils, ils ont beaucoup d'encadrement. Puis dès qu'on enlève ça,
Fait que ça, c'est des fois aussi des enfants à l'école où on dépiste parce que là, ils n'ont pas nécessairement le parent qui est là, ils sont plus dans leur routine, on les met dans un autre contexte. Là, l'enseignante se rend compte que, oups, sans outils, comme tous les autres enfants avec eux, mais là, ils ne fonctionnent pas pareil comme ils devraient ou selon le niveau qui est attendu pour l'âge. Fait que c'est sûr qu'il y a comme des périodes charnières où on s'en rend un petit peu plus compte. Puis souvent, là, la rentrée à l'école, c'est une des places où les parents vont se rendre compte beaucoup plus vite parce qu'ils côtoient d'autres enfants, parce qu'il y a un œil externe. Souvent, c'est avec le professeur qui va s'en rendre compte dans un autre contexte. Versus à la garderie, des fois, ils sont avec des enfants d'âge différents. Fait que souvent, on a comme un peu moins la perspective de se dire, OK, ben tu sais, si cet enfant-là a 5 ans, mais qui est à côté d'un enfant de 3 ou 4 ans, ben des fois, on nuance puis on ne se rend pas nécessairement compte qu'il y a un écart. Versus à l'école, tous les enfants ont relativement le même âge. Donc là, des fois, les écarts, oups, on les voit un petit peu plus rapidement. Fait que ça aussi, là, ça peut faire une différence sur le dépistage. Mais c'est sûr que s'il y a des inquiétudes avant l'école, je pense que c'est le meilleur temps pour aller voir ce qui se passe puis s'assurer là, que la rentrée scolaire va bien se passer rendu en maternelle. Est-ce que ça vaut la peine, même si on n'a pas nécessairement d'inquiétude, même si on n'a pas de red flag, est-ce que ça vaut la peine de venir en ergothérapie quand même? Mais comme je te dis, un dépistage, il n'y a rien de mieux. Des fois, ce n'est pas des choses qui, sur le coup, vont avoir un gros impact parce que l'enfant n'est pas rendu là. Mais moi, quand je le réfléchis en ergothérapie, je le sais que mes prérequis, ils vont évoluer avec le temps. Fait que des fois, tu te rends pas compte que la petite prise pouce-index n'est pas super top. Mais moi, je le sais que si je dissocie pas bien mes doigts, c'est ma prise de ciseaux qui va avoir un impact. Fait que ça se peut que quand ils sont rendus là à 1 ou 2 ans, ça passe inaperçu parce que c'est pas si dramatique que ça. Mais moi, dans comment je le réfléchis, dans mes étapes qui se construisent, puis dans mes prérequis qui vont être nécessaires pour la suite, bien, des fois, je vois des choses. Puis ça ne veut pas dire que c'est dramatique sur le moment, mais en même temps, on peut prévenir, on peut travailler des petites choses, puis après ça, bien, il y a bien moins de chances que ça ait de l'impact sur la suite. Fait que même s'il n'y a pas d'inquiétude en ce moment, il y a quand même là, des choses qui peuvent ressortir là, d'un suivi, d'un dépistage en ergothérapie. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses à la maison qu'on peut faire, des petits exercices, des petites choses qu'on pourrait faire pour aider notre enfant à se développer niveau moteur général, motricité globale, motricité fine? Ouais. Chez mes petits, là, chez mes bébés, 0-1 an, là, tout ce qui est jeu au sol, de laisser beaucoup les bébés se débrouiller à bouger dans plein de situations, dans plein de contextes, c'est sûr que ça va vraiment beaucoup aider à tout ce qui est renforcement du tronc, à tout ce qui est les déplacements qui sont prérequis pour la suite. Fait que pour les bébés, c'est vraiment du plat-ventre, de la position assise, autant que possible, pas dans les bras, autant que possible, leur laisser faire l'effort. Ton bébé veut venir te voir, accueille-le avec amour, appelle-le, mais laisse-lui faire l'effort de venir te voir. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas bâtir finalement de la force, de l'endurance, tous ces déplacements, puis le résultat va être le même, il va venir te voir. Pour ce qui est de mes plus vieux, c'est sûr que tout ce qui est motricité au parc, de laisser les enfants jouer dehors, de les amener dans les modules de parc à l'extérieur. Tu sais, je te dirais, là, le 0-4 ans, là, ce qu'on veut vraiment les développer, c'est le centre de notre corps. Fait que c'est tout ce qui est contrôle de notre tête, contrôle de notre tronc, force de nos muscles. C'est ça, finalement, qui va nous aider une fois à l'école. Parce qu'une fois que ça, c'est fort, bien après ça, ce qui nous reste, c'est de réussir à aller coordonner nos bras. Puis plus on est stable aussi, plus ça a un impact sur notre attention. Fait que vraiment, de faire tous des jeux qui vont aller chercher du contrôle, que ça soit de jouer dans la piscine. La piscine, un exercice numéro 1 pour les enfants, pour tout ce qui est renforcement conscience corporelle. Jouer dehors. Si vous leur faites écouter la TV, moi, un truc que je donne à tous les parents, c'est de faire une période à plat ventre. Fait que même pour mes plus vieux, de revenir dans les positions de nos plus petits, ben ça va venir chercher notre contrôle postural, notre renforcement. Fait qu'on peut dire notre 5 premières minutes de TV, on le fait à plat ventre sur des oreillers. Après ça, pour les enfants qui ont moins d'endurance, vous allez voir rapidement, ils vont vouloir changer. Mais au moins, s'ils ont ces 5 minutes-là par jour où ils font du renforcement, ben déjà là, on va bâtir là, pour nos habiletés pour être capable d'être assis sur une chaise à l'école. Fait que ça serait les petits trucs là, pratiques là, que je pourrais vous donner. Merci. Écoute, quand je t'ai rencontrée, j'avais envie de te parler de propreté. Je t'explique. Les enfants, souvent, ont de la difficulté à forcer pour faire caca. Ouais. Puis je sais qu'il y a des choses qu'on peut faire pour les aider niveau ergothérapie. Je fais une petite parenthèse. Jamie Glowacki, l'auteur du livre Crap, et ergothérapeute elle-même. Oui. Donc, c'est vraiment une méthode qui a été développée autour de l'ergothérapie. Qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, un enfant qui a de la difficulté à forcer pour que son caca sorte?
Première chose que je me questionnerais pour cet enfant-là, là, c'est est-ce qu'il y a une conscience de son corps dans l'espace? Parce que c'est sûr que si je te dis contracte ton muscle, si dans ton cerveau, tu n'allumes pas les muscles puis la proprioception, tous les indices sensoriels de ce muscle-là, il y a peu de chances qu'il s'engage, le muscle. Fait que même si cognitivement, je te dis force, 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 si tu ne sais pas si la lumière n'allume pas, tu ne te rendras pas là. Donc, je fais beaucoup de jeux avec ces enfants-là de ferme tes yeux, dis-moi où je te touche, pour aller finalement allumer le plus de lumière sensorielle possible. Parce que là, on veut combiner une information sensorielle de comment je contracte mon muscle avec finalement une commande cognitive de contracte. Mais là, souvent, les prérequis ne sont pas là. Donc, je vais beaucoup travailler en ce sens-là. Comme là, aujourd'hui, c'est drôle que tu m'en parles. Là, j'ai fait une thérapie avec un enfant neuroatypique. Puis, je lui ai fait... c'est le déplacement d'un petit bonhomme. Fait qu'il n'est pas capable d'aller dans son corps. Fait que ce que je lui ai fait, c'est qu'avec mes doigts, c'était un petit bonhomme qui se déplaçait. Fait que là, avec les yeux fermés, on allait déplacer le petit bonhomme sur son corps, puis il devait me dire où est-ce que le petit bonhomme était rendu. Pour faire un chemin, finalement, de comment je fais pour connecter mon information sensorielle et m'allumer à cette information sensorielle-là. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée faire toutes les parties du corps. Puis quand j'avais complété une partie du corps, bien là, je lui disais, OK, maintenant que le petit bonhomme est allé chercher tous tes muscles, essaie de contracter ton bras, voire force avec ton bras. OK, on relâche, on force, on relâche. Pour amener à la conscience que c'est finalement de réussir à contracter et relâcher un muscle. Donc, l'indice sensoriel est super important pour que la commande motrice passe. Puis après ça, je suis allée avec cet enfant-là, tu vois, on est allé plus au niveau du ventre pour essayer d'aller allumer aussi les lumières de la sensation de quand est-ce que j'ai envie de caca, quand est-ce que j'ai envie de pipi. Parce que des fois, si tu leur demandes puis qu'ils le sentent pas, ben ils vont te dire non, alors que finalement, ça se peut qu'ils aient envie. Parce que le lien entre la sensation et la commande cognitive, est-ce que tu as envie, c'est une question, c'est cognitif, ben ça fait pas de sens. Fait que l'enfant, il ira pas avec cette question-là, chercher dans ses ressources internes, dans son corps, voir si l'information sensorielle est là. Alors que comme adulte, on sait très bien, si je te dis, as-tu envie d'aller faire pipi, la première chose que tu vas faire inconsciemment, c'est d'aller dans ton corps chercher la sensation. Fait que des fois, il faut aller connecter finalement ces deux choses-là, et la perception, et finalement, qu'est-ce que ça nous dit comme information sur notre corps pour aller chercher la commande motrice. Fait que tout ce qui est activité là, qui nous aide à aller chercher notre corps dans l'espace va être pertinent. Donc, dans le fond, si je veux bien préparer mon enfant à la propreté, je pourrais faire déjà d'emblée ces exercices-là, essayer d'aller avec lui connecter avec toutes les parties de son corps pour qu'il se reconnecte avec ses sensations et tout ça. Puis là, après, ben, disons que j'ai prévu commencer la propreté pendant les vacances des fêtes, ben, si je commence ça à peu près un mois avant, ça va déjà l'aider à lui-même reconnecter avec son envie. Oui, puis en même temps, on va pratiquer tout ce qui est partie du corps. Selon l'âge, ben là, on peut complexifier ou simplifier là, qu'est-ce qu'on lui demande comme partie du corps. Fait que ça, c'est intéressant aussi là, d'aller bâtir tout son schéma corporel parce que ça va aider et à la propreté et finalement à toute la coordination motrice à long terme. Là. Fait que déjà, si notre enfant, on sait qu'il n'est pas connecté à son corps, ben on peut déjà se dire que, oups, quand les habiletés motrices vont se complexifier, ça se peut que ça ait un impact. Fait que moi, je vais beaucoup chercher ce genre d'exercice-là. Un autre que j'aime beaucoup, qui est très proprioceptif, c'est de faire rebondir les enfants sur des ballons. Fait que soit un ballon sauteur, soit un ballon d'exercice, soit une trampoline. Tout ce qui vient donner finalement un impact va venir aider à tout ce qui est sentir son corps dans l'espace. Fait qu'il y a des enfants qui ont besoin de très haute intensité de stimulation pour percevoir. Fait que souvent, c'est nos enfants qui sont pas très connectés à leur corps, qui ont de la misère à percevoir leurs signaux. Puis on a des enfants qui vont être hypersensibles. Fait que ça, c'est des enfants qui vont rapidement détecter ces signaux-là. Ça fait rarement le genre de profil que tu me parles, là, qui ont de la misère à forcer. Ça va être des enfants qui, habituellement, sont assez bien connectés avec les signaux de leur corps. En fait, ce que je vois avec les enfants hypersensibles, c'est complètement le contraire. C'est qu'ils sont trop connectés avec la sensation, puis c'est une sensation qu'ils essayent d'oublier. Donc, on a les deux. Probablement qu'il y a beaucoup de parents en ce moment qui nous écoutent. Si vous me suivez directement sur mon groupe, vous m'écoutez, puis vous connectez avec votre enfant d'un bord ou de l'autre, probablement. Oui, parce que le problème au niveau sensoriel avec les enfants hypersensibles, c'est des enfants qui vont s'orienter vers des stimuli qui sont non pertinents ou pas pertinents au bon moment. Fait qu'ils ont de la misère à aller inhiber les signaux qui sont non pertinents. Fait qu'effectivement, ce signal-là, on ne veut pas l'oublier complètement parce qu'à un moment donné, il devient pertinent. Mais à quel moment il est non pertinent puis à quel moment il est pertinent, bien là, il faut juste faire attention pour être sûr, là, finalement, qu'on les garde dans le bon range. Fait que non, il ne faut pas l'oublier, cette sensation-là. Est-ce qu'en ce moment, elle t'indique que c'est le bon moment d'y aller? Ça se peut que non, puis ça se peut que oui.
Fait que c'est ça aussi où il faut faire attention à nos enfants qui sont hyper réactifs au niveau sensoriel, de comment on peut faire une association, mais pas non plus aller dans l'autre sens. T'sais, le but, c'est pas qu'ils oublient la sensation, elle est importante, mais à quel moment je m'y oriente, à quel moment j'en prends conscience, puis je fais une action en fonction de ça. C'est un peu ça qu'il faut les aider à comprendre. Là. Tu parles, puis j'ai 1 million de questions qui jaillissent, puis on dirait que je sais pas laquelle te poser. Mais ces enfants-là, justement, on parle d'hyposensible, hypersensible. Si mon enfant, il bouge beaucoup, il a de la difficulté à, par exemple, se stabiliser dans l'espace, que j'habite dans un petit espace, j'ai pas beaucoup d'occasion d'aller au parc, ou par exemple, avant l'heure du dodo, ça devient un peu difficile. Est-ce que tu as des petits trucs rapides que je pourrais mettre en place? Écoute, des massages, il n'y a rien de mieux pour aller chercher des sensations profondes, d'aller masser son enfant. Il y a des enfants que je vais vraiment le faire avec mes doigts, puis là, c'est de voir comment ils sont chatouilleux. Tu sais, des fois, juste les doigts, ça peut être trop. Je peux y aller avec ma paume. Il y a des enfants où je vais aller rouler un ballon. Fait que je vais me prendre un ballon normal que j'ai à la maison, puis je vais aller rouler sur les différentes parties du corps. Puis souvent, pour combiner avec ma conscience, bien là, je vais les amener à me nommer les parties. Où tu veux que j'aille sur ton corps? Par où je commence? Est-ce que je commence par les bras? Est-ce que j'y vais fort? Est-ce que j'y vais doux? Fait que ça aussi, on vient chercher en même temps de cette activité-là toute notre conscience corporelle. Fait que massage, ça peut être massage avec ballon. Il y a des enfants que j'utilise aussi beaucoup le masseur parce que ça vient chercher vraiment de la profondeur, tout ce qui est vibration. Fait que ça, c'est super intéressant aussi comme outil. Il y a des enfants que ça les apaise vraiment beaucoup. Puis il faut garder en tête que au niveau sensoriel, là, souvent, là, c'est un besoin, en fait, là, de répondre à nos besoins sensoriels dans notre pyramide de besoins, c'est le principal. Fait que ces enfants-là, ils ont besoin de ces sensations-là. Ça peut être des câlins fort, 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 serre-moi fort, fort, fort. Il y a des enfants que je vais leur faire serrer un toutou. Tout ce qui est fidget, qui est un petit peu plus, que tu peux aller écraser, là, tu sais, des balles avec des espèces de textures, là, que quand tu pèses, là, tu le sens, là, que tu écrases quelque chose. Ça, c'est super intéressant. Beaucoup avec de la pâte à modeler. La pâte à modeler. Fait que là, ça aussi, quand tu l'écrases, super proprioceptif. Fait que le pâte à modeler au dodo, peut-être pas. J'irais peut-être plus vers une balle qui s'écrase. Mais effectivement, ce qui est pâte à modeler, c'est très proprioceptif aussi. Fait que ça peut être super intéressant. Fait que je vous dirais, le but, c'est de répondre. Ça, par exemple. Ouais, des élastiques, des bandes comme ça, c'est parfait. Et moi, j'en ai comme des bandes de physio là, aussi, là, que souvent j'utilise là, à faire tirer les enfants là-dessus. Donc, il faut essayer de voir effectivement dans notre environnement qu'est-ce qui est réaliste. Ça se peut que le ballon sauteur, ça ne marche pas parce que tu as un petit appartement, tu as des gens en dessous puis que ça n'a pas de bon sens. Mais ton enfant a besoin de ça. Fait que c'est de voir qu'est-ce qui est réaliste en fonction de où est-ce que je suis située. Puis ça se peut que la bande élastique soit bien plus pertinente. Ça se peut que le toutou lourd soit plus pertinent. Il faut faire attention quand même là, pour ce qui est des objets lestés. Il y a quand même des recommandations. Là. Fait que informez-vous si vous voulez aller vers ce type de modalité-là. Mais clairement, le massage, c'est vraiment le plus simple. Il n'y a rien de plus apaisant que de faire des massages. Mais merci. On dirait que je pourrais te poser des questions toute la journée. On pourrait parler vraiment longtemps. Toute la journée. Écoute, si je suis en train de t'écouter puis je me dis mon enfant a clairement besoin de au moins une rencontre avec toi, comment je te rejoins? Comment je peux te trouver? Comment je peux te suivre? Oui, fait que c'est sûr que moi, je suis aussi sur Facebook. Fait que c'est de chercher Pierre-Anne Lacroix, ergothérapeute. On va mettre les liens en commentaire. Oui, exactement. Puis si d'emblée, là, vous avez des petits questionnements, là, j'ai créé une grille de l'autonomie, en fait, qui va de 3 à 7 ans, qui permet là, d'aller voir sur toutes les sphères qu'est-ce qu'un enfant de cet âge-là devrait faire pour vous donner une idée, en fait, là, à quel moment mon enfant a une autonomie qui ressemble à ce qui est attendu pour l'âge, puis à quel moment, il commence à avoir des petits signes qu'il y aura un dépistage à faire ou à quel moment je devrais commencer à être inquiet en lien avec l'autonomie de mon enfant. Fait que ça aussi, c'est un petit outil pratique qui peut vous aider là, à mieux savoir où est-ce que votre enfant est rendu. Puis c'est clair que si c'est pour avoir des questions, là, j'ai aussi une rencontre découverte là, le but, c'est de parler de ce qui se passe au quotidien, de voir si je peux vous donner des trucs pratiques en lien avec ça qui vous obligent en rien à un gros processus en ergothérapie, mais qui peut être intéressant pour répondre à des petites questions du genre, OK, mon enfant a tel comportement, est-ce que ça peut être du sensoriel? Est-ce que finalement, je devrais m'inquiéter à ce moment-là? Puis, suite à cette rencontre-là, là, on peut voir, c'est-tu pertinent, finalement, qu'on se rencontre peut-être pour l'aspect sensoriel, où là, je vous outille davantage sur cette sphère-là, ou finalement, votre enfant, oui, a des petites particularités, demeure fonctionnel, donc on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une grosse prise en charge. Fait que j'ai cette possibilité-là aussi, là, toutes les informations sont sur mon site Internet.
qu'on va mettre aussi en lien, en fait. Là, Oui, je oui, pense oui. que On ça va va être tout plus mettre simple. en lien, c'est plus simple pour tout le monde. Dans l'onglet Mes services, là, je vous explique qu'est-ce que je peux offrir. Là. Maintenant, j'ai une belle gamme de services en ligne. Fait que pour les parents là, de l'extérieur, c'est sûr que ça peut être super pertinent. Puis, si on veut te rencontrer en présentiel, tu travailles dans quelle région? Oui, là, moi, je suis en Abitibi-Témiscamingue. Fait que c'est sûr que je couvre que ce secteur-là. J'en fais quand même là, quelques-uns à travers l'Abitibi. Donc, la possibilité de me voir en vrai, là, c'est d'être dans la région. Super, mais merci beaucoup. Puis c'est super pertinent de savoir qu'on peut te rencontrer en ligne aussi. Donc, Oui. merci d'avoir été là avec moi ce matin. Merci à toi. Merci, bye. Bye. Tu as aimé cette vidéo? Tu aimerais en savoir plus sur mes services? Tu aimerais visionner les autres vidéos de la série? Tu es un professionnel de la petite enfance et tu aimerais que je t'invite pour discuter de ce que tu offres? Viens me rejoindre. Bonjour à claudinegagnon.com ou visite mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur mes services et sur les capsules. À très bientôt!